Donc, peut-être que je commence par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Alessandra, je suis la COO d'Expertali et je suis ancienne consultante. Donc, aujourd'hui, je m'occupe notamment des consultants de la communauté sur tous les aspects, que ce soit devenir indépendant ou bien que ce soit rechercher des missions, les préparer à rencontrer le client, définir son expertise pour être en phase avec les besoins et les attentes du client. Et donc, aujourd'hui, je suis accompagnée par Pierre. Pierre, je te laisse peut-être te présenter et puis prendre le relais aussi pour expliquer un peu ce qu'on fait chez Expertali. En 2 mots, donc moi je suis le fondateur d'Expertali. C'est une entreprise que j'ai montée on vient de souffler la 3e bougie d'ailleurs. Euh, une sacrée étape de franchie. J'étais consultant à l'époque en cabinet de conseil en stratégie digitale à Paris, où j'intervenais principalement sur des sujets de refonte de la stratégie digitale, sur des acteurs Groupama, AXA, Allianz, pas mal d'assurances, un peu de tourisme avec Feu Thomas Cook, du telco aussi en France et à l'étranger. Et l'idée, elle est venue sur le terrain en fait en échangeant avec les clients qui évoquaient le besoin de solutions plus rapides, plus flexibles et surtout avec plus d'expertise que proposaient les cabinets de conseil traditionnels. Et donc, c'est comme ça qu'Expertali est né, avec cette vision qu'on a, qui est que l'entreprise de demain, elle est composée d'une communauté de compétences, avec des communautés internes et externes. Et en fait, pour un projet donné, avec des objectifs bien précis, euh, on va chercher les bonnes compétences, qu'elles soient sur des communautés internes comme externes. Alors, je vois une question de Mathieu en live par rapport aux autres plateformes. Ah, ok, par rapport aux autres plateformes. Ce que je te propose, Mathieu, c'est que je note la question et on y reviendra sur la phase de questions-réponses à la fin. Ok, peut-être juste dernier point donc sur notre communauté. Aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 700 consultants et quelques-uns de nos clients. Donc, on vous a mis quelques exemples de nos clients ici, avec aussi bien des clients dans des grands groupes que dans des startups ou des PME. On intervient vraiment sur toute taille d'entreprise, tout secteur. Voilà un peu pour la présentation globale de la communauté. Et de notre fonctionnement chez Expertali, je vous propose qu'on passe du coup à l'étude concrète, hein. Donc, je vais vous rappeler un peu le contexte de l'étude, puisque peut-être que certains d'entre vous n'y ont pas répondu, même si j'ai vu parmi les participants qu'il y en avait beaucoup qui avaient répondu, et vraiment, je vous en remercie. C'est extrêmement précieux, tous les résultats qu'on a pu recueillir et toutes les informations que vous avez pu nous communiquer. Et j'ai choisi 6 grands enseignements. Donc les 6 éléments que je retiens de cette étude, et évidemment, je vous enverrai ensuite l'étude détaillée qui fait une soixantaine de pages. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en sélectionner que quelques-uns, et on terminera, comme ça l'a rappelé, par répondre à vos questions. Donc pour rappel, le contexte de l'étude, tout simplement, en fait, on échangeait depuis plusieurs mois, enfin depuis le début du confinement en fait, avec des consultants sur, comment allait évoluer le marché, qu'est-ce que nous on avait comme insight client, qu'est-ce qu'ils avaient comme insight, et on s'est dit que ce qui serait intéressant, ce serait de mesurer vraiment cet impact. Donc de mesurer l'impact sur le chiffre d'affaires, sur le new business, sur les missions qui étaient maintenues, les missions qui étaient annulées, qui étaient suspendues. Donc ça, c'était la premier objectif, c'était vraiment de mesurer l'impact. Le deuxième objectif, c'était d'identifier les principales tendances du marché. Quels sont les secteurs, quelles sont les expertises qui sont les plus impactées, ou qui, à l'inverse, s'en sortent le mieux. Plutôt que de continuer à spéculer et faire des hypothèses, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des données très concrètes. Et enfin, anticiper la reprise. Donc, pour ceux qui ont répondu au questionnaire, vous vous rappelez que la dernière partie du questionnaire était consacrée à votre vision du marché pour les prochains mois, sur la reprise, sur le timing de la reprise, par exemple. Et en fait, en concaténant tous les insights que vous avez recueillis en échangeant avec vos clients, avec vos prospects, on peut avoir une vision un peu globale de ce qui pourrait potentiellement se passer dans les prochains mois. Je précise aussi, en termes de répondants, on a choisi de se focaliser sur des consultants indépendants, donc pas sur tous les freelances. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a vraiment en freelance, alors c'est même pas un statut, hein, mais c'est plutôt, voilà je opposerais ça au CDI. Et en fait, on a des profils de freelance qui sont extrêmement variés. Par exemple, un développeur, un graphiste ou même un formateur vont pas du tout avoir les mêmes enjeux qu'un consultant indépendant. Donc nous, on s'est basé sur quoi? Qu'est-ce qu'un consultant indépendant? C'est un consultant qui va proposer des missions de conseil chez son client, qui sont des missions sur mesure. Voilà un peu pour vous expliquer le contexte et nos objectifs pour cette étude. Concernant les répondants, pardon, excusez-moi, les répondants pour cette étude, donc en termes d'expertise, heu, on a ouvert en fait l'étude en dehors de la communauté. On a choisi de ne pas
uniquement interroger les consultants de la communauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour intégrer la communauté, on fait une sélection qui est très forte. On tient que 10 des consultants, parce que c'est notre positionnement, hein, c'est ce que cherchent les clients travaillant avec nous, mais on a choisi d'ouvrir l'étude pour plus de représentativité. Donc on a 8 expertises qui sont représentées au sein de cette étude, globalement bien réparties, sauf RH. Donc vous voyez, il y a une petite astérisque à côté de RH, vous le retrouverez tout au long de l'étude. Tout simplement, en fait, on a moins de 10 répondants qui sont experts RH. Donc on a gardé l'info, mais gardez en tête que c'est peut-être pas aussi représentatif que pour les autres expertises. Après, juste une petite parenthèse peut-être sur le métier des RH, au-delà de ça, des résultats qu'on a pu avoir dans l'étude, je pense qu'il faut aussi mettre en lumière le fait que sur le marché du conseil indépendant, d'un point de vue macro, les missions en ressources humaines ne sont pas les missions les plus courantes. Donc finalement, au-delà de cette étude, je trouve que ce résultat est peut-être assez significatif aussi du volume de missions par expertise métier qu'on peut trouver sur le marché en général et pas que chez Expertise d'ailleurs. Et du coup, dernier point, d'un point de vue TGM et seniorité de répondants, donc en termes de répartition, des TJM, de la même façon, pour les plus de 1 400 €, on a moins de 10 répondants, d'où l'astérisque, mais on a gardé les infos et en termes de niveau d'expérience, encore une fois, les profils 1 à 3 ans, bon, évidemment, c'est un profil plus restreint, donc on a moins de 10 répondants également. Donc gardez ça en tête, mais sinon, vous avez, ces infos-là en termes de répartition des TGM et de répartition des niveaux d'expérience. Sur les niveaux d'expérience, pour vous expliquer, puisqu'en fait, bon, on n'a pas la même tranche d'âge à chaque fois, on n'a pas on a choisi cette répartition-là parce qu'en fait, tout simplement, ça correspond au grade qu'on va retrouver en cabinet de conseil, junior, senior, manager, partner. Je trouvais que c'était intéressant de l'analyser de ce point de vue-là. Juste, Voilà. il y a une question de Candice qui rebondissait sur ce qu'on disait sur les RH. Est-ce qu'on intègre le coaching dans les RH? En fait, des missions purement et 100% de coaching, c'est pas vraiment quelque chose qu'on traite aujourd'hui de façon indépendante. La plupart des enjeux de coaching qu'on a sur les missions, en fait, ça va être à l'intérieur des missions. Par exemple, si on parle d'efficacité opérationnelle ou tu parlais de performance d'équipe, ça va plutôt être au sein d'une mission, par exemple supply chain ou transfo digital. Il va y avoir des enjeux de coaching et d'accompagnement des équipes et de montée en compétences. Mais du coup, c'est quelque chose qui va être traité derrière une expertise métier et qu'aujourd'hui, on n'isole pas à part par rapport aux autres expertises. Merci, de suivre les questions, en live. Alors, on va passer du coup aux 6 grands enseignements, donc les 6 éléments que j'ai choisi de retirer de cette étude. Premier élément, je pense qui est le plus important, c'est là où j'attendais aussi vraiment les chiffres. On a 47 de missions qui sont maintenues. Alors, on parle bien ici de missions qui sont maintenues, pas de consultants ayant eu une mission maintenue puisque, bon, c'est une petite nuance, mais comme un consultant peut avoir plusieurs missions en parallèle, on a choisi de compter le nombre de missions plutôt que le nombre de consultants, ce qui était, plus simple en termes, pour comparer en fait, les secteurs entre eux. Donc, ce qu'on constate, 47 de missions maintenues. On a posé la question, on a séparé en fait, vous aviez 3 possibilités de réponse: mission maintenue, mission suspendue, mission annulée. Moi, je pense que ce qui va être intéressant à voir aussi, c'est sur ces 29 de missions suspendues, est-ce que c'est vraiment des missions suspendues, sous-entendu qui vont reprendre et sous quelles conditions elles vont reprendre, sous quel timing? Donc ça, ce sera intéressant à voir, même à remesurer dans les prochains mois. C'est fort probable qu'on vous ressollicite en septembre, par exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous l'avaient suggéré pour voir un peu, est-ce que tout ce qu'on avait spéculé en mai s'est réalisé ou non pendant ces quelques mois. Ok, Donc, une question de Laurent, je vais te couper, sur la grille des TGM, correspond-elle aux TGM facturés aux clients finaux? Bah alors là, en fait, oui, puisque la question, elle n'est pas TGM, commission expertise comprise ou non, puisque c'est le TGM euh, qu'ont indiqué les consultants qui ont répondu. Donc j'imagine que c'est le TGM, effectivement, a priori, qui est facturé aux clients finaux par les répondants. oui, voilà, c'est le TGM que facture le consultant. De Thierry qui évoque les sujets des missions de direction commerciale. Là aussi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce pas des sujets qu'on traite énormément euh, chez Expertali. Même sur le marché en général, on n'en voit pas beaucoup passer. Alors peut-être qu'on n'a pas forcément les bons interlocuteurs, mais disons que ce n'est pas les top besoins
pour lesquels on est sollicité aujourd'hui. OK, du coup, je reprends sur les missions maintenues. Ce qu'on a constaté, c'est que les secteurs les plus impactés, c'était les secteurs de l'automobile, puisque automobile, on a que 24 de missions maintenues, donc versus 47 tout secteur, et logistique et transport avec seulement 30 de missions maintenues. Donc ce sont les 2 secteurs les plus impactés, en termes d'experts les plus impactés, hein, donc les consultants en fonction de leur expertise, ce sont les consultants logistiques et supply chain qui sont les plus impactés, avec seulement 35 de missions maintenues pour ces experts. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, mais j'ai été assez surpris. Bon, sur l'automobile, autant je n'ai pas été surpris, évidemment, avec toutes les usines à l'arrêt, et puis même dans les médias, on en a pas mal parlé. Autant sur le secteur logistique et transport, j'ai été assez surpris de ces résultats qui ne reflètent pas forcément ce qu'on a vu nous en interne sur la mission qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Je pense que pour avoir une très bonne analyse de ça, il faudrait rentrer en détail sur les sujets logistique et transport et qu'est-ce qu'on y met derrière. Hier, j'ai fait un article sur des boîtes, par exemple, qui s'occupent de toute la logistique sur les plateaux repas, notamment à destination des avions et des trains qui, eux, sont extrêmement impactés, versus d'autres boîtes qui, elles, proposent des solutions logistiques, notamment à destination des e-commerce, où on a vu que ça, eux, pour le coup, évidemment, ont été impactés, mais plutôt dans un sens positif par rapport à d'autres. Effectivement, ce serait intéressant de rentrer dans le détail, sur quel type et typologie de mission en logistique et transport ou bien logistique et supply chain étaient annulées. Et du coup, pour terminer, les experts qui ont été les moins impactés et donc là où on a eu le plus de maintien de mission, sont les experts en data analytics BI puisqu'ils ont 60 de missions maintenues et les experts en système d'information avec 61 de missions maintenues. On y reviendra juste après d'ailleurs, mais les experts en système d'information, globalement, ils ont plutôt été épargnés a priori par la crise. Alors, deuxième enseignement, c'est qu'on a pu émerger des nouvelles opportunités. Donc nouvelles opportunités, c'est-à-dire pour certains consultants, on a observé une hausse du new business, donc une hausse des leads, des sollicitations et une augmentation, et ou d'ailleurs, hein, une augmentation du chiffre d'affaires. Pour l'anecdote, à l'origine, quand j'ai conçu le questionnaire, moi j'avais proposé seulement les réponses pas d'impact ou baisse du chiffre d'affaires ou pas d'impact ou baisse du new business. Et en fait, c'est quand j'ai testé auprès des premiers consultants qui m'ont dit, mais en fait, moi j'ai vu une augmentation de mon chiffre d'affaires, moi j'ai vu une augmentation de mon new business, il faut ajouter cette possibilité de réponse. Quelque chose que j'avais même pas envisagé avec la crise. Donc en fait, c'est pas négatif, hein, pour tous les consultants cet impact. C'est le cas notamment pour les consultants donc, en termes d'augmentation des leads, d'augmentation des sollicitations, donc ce qu'on appelle new business. On a 4 expertises qui sont impactées positivement. C'est digital et innovation, logistique et supply chain, ce qui du coup est paradoxal avec ce qu'on voyait avant où il y avait beaucoup de missions annulées, et marketing et sales et organisation. Et en matière de hausse du chiffre d'affaires, data analytics BI, digital et innovation, marketing et sales, organisation et encore une fois, système d'information. Je vous l'ai dit, on le retrouve souvent dans les plus impactés positivement. Ce qui va être intéressant à voir, encore une fois, pour moi, ça va être les prochains mois. Est-ce que ce new business, est-ce que ces sollicitations, ça va vraiment se concrétiser en mission concrète ou est-ce que peut-être que beaucoup de prospects, beaucoup de clients ont eu un peu plus de temps en cette période de confinement pour cadrer, pour réfléchir à de nouveaux projets, prendre contact avec des consultants à ce sujet, mais c'est possible que ça ne se concrétise pas du tout en fait avant plusieurs mois ou bien que ça se concrétise même pas du tout. Je Donc suis ça, intéressé pardon, je t'ai coupé, pour avoir votre avis sur cette slide et ces éléments de réponse. Nous, ce qu'on voit, bon, c'est rien de bien surprenant, mais les grosses tendances qui se profilent pour les prochains mois, sachant que je pense il faut découper. Hein. Quand on parle du futur, il y a la période très très court terme qui va être jusqu'à l'été, où là on va rester dans des typologies de missions qui vont être plutôt autour des sujets relativement court terme, je dirais autour de la gestion de l'urgence et pour remettre toutes les machines en marche. Et puis après, bon, je pense que la majorité des gros projets reprendront mine de rien à partir de septembre, avec notamment les top métiers qui risquent d'avoir de fortes sollicitations et je dirais presque de profiter de la crise. Évidemment, tous les sujets digitaux,
tous les sujets autour de la supply et de l'orga. Ce qui est intéressant, je pense, de voir aujourd'hui, c'est que, in fine, la crise n'a pas fait naître de nouveaux problèmes, que ce soit d'ailleurs sur le digital, la supply ou l'orga, mais plutôt a mis en lumière les problèmes qui étaient déjà existants. Très concrètement, les sites e-commerce qui n'avaient pas une supply chain béton, depuis 2 mois, ils se sont rendus compte que c'était très, très, très compliqué. Et j'en parlais justement ce matin avec un client du secteur retail dans l'habillement qui me disait que eux, ils avaient eu une forte augmentation des demandes sur le site e-commerce. Mais ils avaient des gros problèmes, c'était pour la livraison, puisqu'ils utilisaient principalement la poste et que les délais étaient très très longs et donc ils avaient un taux d'annulation des commandes dans un second temps qui était très élevé. Et donc la dépendance à un seul acteur, par exemple, comme la Poste, il me disait là, c'est très 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 compliqué pour nous. On attendait vraiment que le site e-commerce vienne comme un levier, pas pour reprendre l'ensemble de l'activité, mais du moins pour minimiser la casse. Et à l'inverse, peut-être les métiers qui risquent de souffrir de la crise, qu'on commence à voir et à sentir sur le marché, la com. La com, je pense que le secteur de la com, ça va être très très compliqué pour les consultants en com sur les prochains mois. Or, peut-être com qui est lié à la partie change. Où cela peut-être une compétence que j'isolerai parce que le change va être important sur la période des prochains mois. Mais les consultants en com, je pense que ça va être compliqué. Les consultants en marketing, je pense que le marketing, c'est aussi des dépenses que les entreprises vont facilement couper. Or, une partie, mais qui est liée peut-être au digital, là où on voit que ça explose sur ces dernières semaines, mais c'est très lié avec l'explosion du e-commerce, c'est notamment tous les experts en acquisition client. On a des demandes toutes les semaines. Et on a même du mal à staffer l'émission. Donc pour moi, c'est vraiment les deux métiers qui risquent de souffrir le plus, la com et le marketing sur les prochains mois. N'hésitez pas à partager vos avis et vos feedbacks en commentaire. Merci du coup pour ces précisions. Toujours. Troisième enseignement et c'était je pense ma plus grande crainte, donc je suis assez rassurée par ces chiffres. 80 des répondants vont rester freelance. Donc la question, vous la posez très simplement: est-ce que cette crise, remet en question votre futur en tant qu'indépendant? Est-ce que vous envisagez de rechercher un CDI? Et donc plutôt une bonne nouvelle que 80 des répondants n'envisagent pas de quitter ce statut. Donc il y a quand même une certaine confiance dans la reprise du marché. On va noter que les consultants qui sont les plus tentés par un retour au salariat, ce sont les consultants en RH, qui sont 60 à avoir répondu tout à fait d'accord ou bien plutôt d'accord, et les consultants en digital et innovation, qui étaient 33 à avoir répondu qu'ils étaient plutôt tentés par le CDI. Alors, vous le retrouverez dans l'étude, mais ces deux expertises, ce sont également les expertises qui ont été les plus impactées par la perte de chiffre d'affaires et par la perte de new business. Donc, ça peut expliquer les taux de réponse élevés à cette question. Plutôt Autre Pardon, vas-y. message positif quand même, je trouve, sur la globalité, même si c'est une période un peu compliquée. Je trouve que c'est quand même un message envoyer ce 80% très positif, où j'avais potentiellement une crainte que certains souhaitent, une plus grande majorité souhaite revenir sur un statut sur un contrat de type CDI pour assurer la sécurité, hein, ce qui peut se comprendre en fonction des situations de chacun. Là où potentiellement, je ne sais pas d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Le doute que j'ai, il y a deux versions, c'est plutôt globalement sur le marché depuis 2-3 ans en France, on a été sur une explosion de personnes qui se lançaient à leur compte. L'interrogation que j'ai, c'est est-ce que cette tendance va continuer, puisque soit on peut voir les choses de première façon, c'est que les gens vont se rendre compte pendant cette période, auront eu le temps de réfléchir et réfléchir notamment à ce qu'ils ont réellement envie de faire et ce qui les passionne. Et donc, le statut d'indépendant pourrait en tenter plus d'un. Mais à l'inverse, peut-être conserver un statut sécuritaire qui est le CDI pour les prochains mois. Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si ça va freiner le nombre de consultants indépendants qui vont se lancer.
avec notamment des jeunes. C'était la grosse tendance qu'on voyait là depuis. C'est assez incroyable hein, d'ailleurs, depuis le début d'Expertali, l'évolution du profil type de consultant indépendant en France, on a de plus en plus de jeunes. Et du coup, sur une tranche de, on va dire, 28-35 ans, où là, ces dernières, depuis un an et demi, ils étaient vraiment très, très nombreux à quitter, pour la plupart, les cabinets de conseil dans lesquels ils travaillaient, pour le statut d'indépendant. Et je ne sais pas si sur cette tranche, il va peut-être y avoir une diminution du nombre de personnes qui vont se lancer. En tout cas, a priori, on ne va pas avoir non plus de départ massif du statut de freelance et ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que dans le TJM a vraiment un impact, sur cette volonté de rester en freelance ou de retourner en CDI, puisqu'on a constaté que dans les tranches de TJM les plus élevées, ils étaient beaucoup moins tentés par le retour en CDI. Si on regardait les chiffres, pour les TJM au-dessus de 1 400 €, ils sont 0 à avoir répondu tout à fait d'accord ou plutôt d'accord et pour la tranche de TJM 1 200 €, 1 400 €, ils sont que 6 à envisager un retour au CDI, donc versus 20 toute expertise, tout TJM pardon, confondu. Donc Oui. intéressant à noter. Mon hypothèse, c'est que peut-être c'est des profils qui avaient potentiellement plus de trésorerie aussi pour affronter la crise et pour affronter la suite. Allez, je vois les commentaires, c'est super intéressant. Pascal et Augustin. Pascal, je partage. Alors ça, je ne sais pas. Effectivement, je pense qu'on a du mal aujourd'hui encore à mesurer quel va être l'impact de la crise sur le nombre de nouveaux chômeurs qu'on va voir dans les prochains mois, notamment sur la catégorie de personnes qui nous intéressent, donc des consultants. Même si des échos que j'ai, bon, à très court terme, la plupart des cabinets ont effectivement, une grande majorité du moins, fait sauter tout ce qui était période d'essai, etc. Euh, j'ai pas parmi, parce qu'on travaille quand même avec je dirais une bonne trentaine de cabinets de conseil à Paris. Pour l'instant, je n'ai pas vu de cabinet qui avait des grosses vagues de licenciements. Je ne sais pas si vous, dans votre réseau, vous avez entendu, mais pour l'instant, ça a été, bon, tout le monde a jonglé évidemment avec le chômage partiel. Je pense qu'il va être intéressant d'observer, c'est surtout à la fin du chômage partiel. J'imagine que ça va bien s'arrêter un jour. Comment vont réagir ces organisations. Donc effectivement, c'est possible que s'il y a un nombre de chômeurs sur le marché, ben, il y en ait certains qui profitent de cette opportunité, si je puis dire, pour se lancer, pour se lancer à leur compte. Et ben, effectivement, Augustin, effectivement, la sécurité du CDI, en même temps, en ces temps compliqués, c'est peut-être certains vont favoriser aussi le maintien de la stabilité. Alors, en tout cas, 4e enseignement, c'est qu'a priori l'activité reprendra en septembre. Donc rappelez-vous, on vous a posé les questions, hein, les unes après l'autre. Est-ce que vous pensez que ça va plutôt reprendre dès la fin du confinement ou en septembre? Et donc vous êtes quand même 72 à penser que ça reprendra en septembre. Donc la somme ne fait pas 100 puisque en fait, on a comparé, la somme des réponses de chaque question. Donc, parmi les plus optimistes sur une reprise dès la fin du confinement, on retrouve encore une fois les consultants en système d'information, puisqu'ils sont 35 à penser qu'on va pouvoir reprendre dès la fin du confinement. Marketing et sales, et puis finance, contrôle de gestion. On va le voir aussi juste après, mais finance et contrôle de gestion, ils sont plutôt optimistes dans l'ensemble sur la reprise de l'activité. Donc ça, c'était pour les 4 premiers enseignements de l'étude. Et pour terminer, j'ai fait un focus sur 2 expertises, dont les réponses ressortaient en fait, particulièrement par rapport aux autres expertises et que je trouvais intéressantes à étudier. Une première expertise, on en a un peu parlé, c'est les consultants en système d'information. Donc s'il y a certains d'entre vous, hein, qui sont, consultants en système d'information, dans les participants, n'hésitez pas à me donner votre avis en live. Mais que ce soit en fait en matière de maintien de mission, de baisse de chiffre d'affaires ou de baisse du new business, ce sont ceux qui ont été les plus épargnés par la crise. À chaque fois, ce sont eux qui ont soit la valeur minimale ou maximale, hein, en fonction de la façon dont est posée la question. Donc par exemple, sur la question du maintien des missions, il y a 61 des missions en système d'information qui ont été maintenues, donc versus 47 en gris, c'est la moyenne, je vous rappelle, versus 47 toute expertise confondue. D'un point de vue impact sur le chiffre d'affaires, il y en a 51 qui n'ont pas observé de baisse de chiffre d'affaires, donc qui étaient soit sur pas d'impact, soit sur augmentation, versus 35 toute expertise confondue. Et enfin, sur le new business, il y a 37 des consultants système d'information qui n'ont pas observé de baisse de leur new business, versus 20 toute expertise confondue. Donc à chaque fois, sur ces 3 questions, ce sont les plus épargnés. Moi, il y a… Pardon, Voici vas-y Pierre.
Finalement, je suis d'accord, tout à fait, tu as tout à fait raison, Candice, qui dit les SI, c'est sur des projets de fonds de long terme, donc en soutien à la transfo, donc normal que les projets soient maintenus. Tu as tout à fait raison. Il y a ce premier élément, effectivement, où les projets SI, c'est des projets structurants et en principe, c'est sur du très long terme, des projets entre 18 mois, voire plus pour certains. Donc compliqué de les arrêter du jour au lendemain. Et puis, en plus de ça, ce qui a été intéressant, je pense qu'il y a eu pas mal de projets aussi, notamment d'un point de vue SI, où il a fallu gérer l'urgence. Assez rigolo, je ne sais pas si vous avez entendu dans votre entourage, mais il y a eu plusieurs, y compris chez certains de nos clients, notamment, je pense, à la banque et à l'assurance, où en gros, le système d'information n'était pas fait assez pour que les collaborateurs puissent se connecter en même temps sur les serveurs à distance depuis chez eux. Et du coup, certains de mes clients nous disaient que, en fait, ils ont mis des roulements en place où, en fonction des départements, vous aviez le droit de vous connecter au serveur de telle heure à telle heure dans la journée pour pas qu'il y ait un afflux de. Dans la journée ou même dans la nuit, hein, j'ai entendu. Ouais, ça. C'est un peu ça. Loin. Oui, c'est vrai qu'en fait, il y avait un vrai enjeu de continuité d'activité à maintenir ces consultants en mission. Donc, ce qui peut expliquer que ce soit les plus épargnés par la crise. Et donc, ça explique aussi ce qu'on a vu un peu avant sur certaines réponses qui sont un peu plus optimistes que d'autres sur la reprise après la crise. Et du coup, pour terminer, dernier enseignement, je voulais terminer sur une note positive. C'est les consultants en finance et contrôle de gestion. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir votre avis, mais qui en fait sont les plus optimistes sur la fin de la crise, sur la reprise de l'activité. Donc, si vous vous rappelez le questionnaire, vous aviez les 7 dernières questions qui étaient les questions par lesquelles vous pouviez répondre plutôt d'accord, tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Et en fait, sur ces 7 questions, à chaque fois, ce sont les consultants en finance et contrôle de gestion qui sont soit les plus optimistes, soit les moins pessimistes. Alors, est-ce que ça a trait au caractère des consultants en finance et contrôle de gestion? Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt lié à leur activité. Mais du coup, pour vous donner 3 exemples, sur la question du retour en CDI, par exemple, ils sont que 12% à l'envisager versus 20% toute expertise confondue. On a posé aussi la question, est-ce que la crise sanitaire va augmenter les demandes et les besoins clients dans votre domaine d'expertise? Pour 81% d'entre eux, c'est oui, versus 63% toute expertise confondue. Et enfin, on a aussi envisagé que la diminution des besoins clients avec une offre de freelance quasiment égale, ça puisse impacter à la baisse les TJM. Et pour les consultants en finance et contrôle de gestion, ils ne sont que 35% à penser que ça puisse effectivement avoir un impact à la baisse sur les TJM dans leur expertise versus 45% toute expertise confondue. Donc, je trouvais intéressant de vous montrer ça. Ça, c'est que 3 questions, mais je rappelle, sur les 7 questions, c'était à chaque fois les plus optimistes. Il y a Bertrand qui partage un feedback ultra pertinent euh, qui nous dit on peut aussi avoir un effet à la baisse sur la demande dû à la restriction de budget, à l'incertitude et à la disparition de certains clients et à la hausse de l'offre, pardon, notamment ce qu'on disait à la fin du CDI qui vont basculer en indépendant, d'où la nécessité d'avoir une expertise très ancrée si on veut limiter l'effet sur les TGM. Je partage à 100%. Ça, c'est une des possibles conséquences de cet épisode, c'est qu'en fait, les inégalités vont se creuser entre les consultants. C'est-à-dire que effectivement, ceux qui ont des expertises très pointues, notamment sur les métiers qu'on a pu balayer tout à l'heure, donc tout ce qui est sujet de supply chain, transfo digital, orga, et dans l'orga, je mets tout ce qui est lean, efficacité opérationnelle, etc. Ces consultants qui ont vraiment des expertises très pointues, je pense qu'ils ont un très très bel avenir et qui ne seront pas du tout impactés par une potentielle baisse de TJM. À l'inverse, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la guerre du TJM avec potentiellement la loi de l'offre et de la demande qui va s'appliquer bêtement et donc une guerre sur les TJM peut-être sera plus concentrée sur des profils à moins forte valeur ajoutée qui ont une expertise qui est moins unique sur le marché. Et par exemple, ça pourrait être le cas, je pense, pour des profils plutôt avec une expertise marketing ou communication, où là, surtout sur une tranche, on va dire, de TJM, qui n'est pas celle sur laquelle nous on travaille vraiment chez Expertali, mais une tranche de TJM 550, 850, on va dire à peu près, où là, je pense que potentiellement, ça va être
il y aura plus effectivement d'offres sur le marché et ça peut être potentiellement un peu plus compliqué pour maintenir les TJM que ces consultants avaient l'habitude de pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Loïc, je vois, sur, la conversation que vous dites qu'il faut demander des aides. Je vous invite, on a fait un webinaire récemment justement avec un cabinet d'experts comptables avec lesquels on est partenaire, sur toutes les aides auxquelles vous avez droit en tant qu'indépendant. Donc le replay sur la chaîne YouTube si vous voulez voir un peu, ces éléments-là. Ouais. Donc n'hésitez pas maintenant si vous avez des questions, que ce soit sur l'étude, sur notre vision du marché ou si vous voulez partager quelques éléments. Bon, même si vous l'avez fait au fur et à mesure, c'était très bien. Mais on va pouvoir passer aussi, répondre, aux questions. Peut-être Pierre, reprendre la première question qu'on avait eue sur, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à d'autres plateformes? Je vais répondre d'abord aux questions de Bertrand. Tout à fait d'accord aussi, Bertrand, qui nous dit qu'avec moins de besoins de strat sur les missions de stratégie à moyen et long terme, et plus des missions de mise en œuvre et solutions concrètes, carrément. Et ça, j'ai envie de dire, ça, on le voit déjà en fait dès aujourd'hui sur les missions qu'on a pu, qui ont commencé là depuis un mois et demi. Et d'ailleurs, on le voit. Et je pense d'ailleurs, si on fait un dézoom macro, je pense que les cabinets de conseil, notamment en stratégie, ça va être très, très compliqué pour eux. Parce qu'il y a peu d'entreprises qui vont devoir lancer des plans sur la grande refonte de strat avec vraiment des objectifs beaucoup plus court-termistes. Et d'ailleurs, assez marrant, mais sur la durée des missions qu'on a pu signer ces dernières semaines, c'est des missions beaucoup plus courtes que ce qu'on peut avoir en durée moyenne de missions par rapport à d'habitude. Pour vous donner des exemples très concrets, on a eu des missions, là, c'est des missions de 15 jours, 3 semaines, ce qui est assez rare. En général, on est plutôt, nous, chez Expertali, sur des missions, grosso modo, hein, pour une tranche large, mais entre 3 et 6 mois. Et là, on a vu certains clients, même avec qui on travaille depuis des mois, et avec qui c'est principalement du 3 ou 6 mois, nous demander des missions, des durées de contrat de 15 jours, 3 semaines, avec d'objectifs ultra précis à atteindre. Et c'est des missions qui sont prolongées, notamment parce que pas mal de budgets ont été bloqués, puisque ce qu'on voit là au niveau des directions financières, que eux, pour le coup, même dans les boîtes où il y a beaucoup de monde en chômage partiel, eux travaillent et doivent refaire le prévisionnel de 2020 à peu près tous les 2 jours. Et en attendant qu'en fait les prévisionnels soient plus ou moins fixés, il y a beaucoup de boîtes qui ont gelé les budgets, et de ce fait, ça ralentit le démarrage de certaines missions. Ok. Sur les missions de management de transition, nous demande Pascal. Alors, les missions de management de transition, déjà pour précision, contexte, c'est pas notre spécialité, le management de transition chez Expertali, donc on n'est pas expert sur ce sujet-là, même si on en a quelques-unes. Donc je ne me permettrai pas de donner un avis franc sur ce sujet. Je ne sais pas, n'étant pas expert du sujet, comme on n'en a pas beaucoup, je ne me prononcerai pas. Mais la logique voudrait que les missions de management de transition, je réfléchis un temps, mais c'est pas forcément quelque chose. La transition, c'est pour gérer de base, hein, c'est pour gérer une transition entre deux postes ou entre deux recrutements. Si on se dit que les entreprises vont un peu moins recruter Les gens peut-être un peu moins démissionnés aussi? dans la période qui arrive, mais en même temps, ouais, il risque d'y avoir un peu moins de démissions. Et si effectivement il y a du licenciement, potentiellement, ça peut faire des missions de management de transition plus courtes. Je ne sais pas. Je ne me prononcerai pas exactement là-dessus, comme ce n'est pas notre spécialité. Donc, okay. Arthur qui parle du taux de staffing du réseau aujourd'hui, uniquement le nombre de missions en cours, le nombre de missions actives sur votre réseau. Ok. Pour finir, peut-être après on repassera sur les questions Expertali, et d'abord on va finir de répondre aux questions. Hervé qui nous confirme qu'en contrôle de gestion, les demandes explosent de la part de la direction générale pour voir les impacts de la crise. Pas étonnant, pas étonnant du tout. Ça on le voit, hein, chez tous nos clients, on a beaucoup de demandes. Mais ça, c'est pas nouveau et c'est pas que lié à la crise, hein. Les consultants en contrôle de gestion, de base, c'est une expertise. Il y en a peu sur le marché.
il y en a peu, surtout des bons. Et c'est une expertise qui est très, très demandée. Et c'est des consultants qui ne connaissent pas du tout la pénurie de missions. Effectivement, je pense que dans les prochains mois, c'est un métier qui a plutôt un bel avenir. Jérôme qui évoque les missions de conseil en achat. Avez-vous déjà de la visibilité? Pour l'instant, on n'a pas eu sur les dernières semaines, hein, encore une fois, l'idée c'est de se focus sur les 2 mois qui viennent de s'écouler, sur les 2 mois grosso modo qui nous attendent jusqu'à l'été. Sur des missions d'achat, non, c'est pas des sujets qu'on a eu en quantité sur les 2 derniers mois. Là, sur les 2 derniers mois, pour vous résumer, pour vous partager un petit peu les sujets qu'on a eus, j'en parlais tout à l'heure très rapidement, beaucoup de sujets autour de l'optimisation de la supply, notamment sur nos clients e-commerce. Pour rester sur l'e-commerce, beaucoup de sujets sur l'acquisition, puisqu'il y avait de très jolis coups à jouer d'un point de vue acquisition client, notamment sur l'acquisition digitale via les réseaux sociaux, avec des coûts sur certains réseaux qui ont clairement diminué et le ROI de certaines campagnes qui pouvaient vraiment exploser par rapport à d'habitude. Donc il y avait des opportunités, il y a certains acteurs qui s'en sont rendus compte et qui du coup ont voulu saisir l'opportunité. Bon, on en a parlé, tous les sujets autour de la finance et après des sujets de transfo digital. In fine, ce qu'on voit, c'est que les gros sujets, comme c'était le cas tout à l'heure, on le voyait pour les SI, mais pareil sur la transfo digitale, en fait, c'est des gros sujets. Alors là, je parle principalement sur des acteurs CAC 40, hein, donc sur des grosses boîtes. C'est des sujets qui sont tellement lourds, qui prennent du temps, qui ont été décidés déjà il y a plusieurs mois. Certes, peut-être qu'en ce moment, ils avancent un peu moins vite que d'habitude, ce qui était prévu dans la roadmap initiale. Mais ça avance. Ça avance et il faut que ça avance. L'autre jour, j'avais un de nos clients chez L'Oréal qui me disait, tu sais Pierre, c'est pas parce qu'il y a le corona que les gens vont arrêter de se mettre du mascara et du rouge à lèvres. Et donc la transfo de ma direction financière, c'est pas pour ça qu'elle doit s'arrêter, les choses doivent continuer. Je le trouvais au-delà de la blague, j'ai trouvé que c'était assez vrai et finalement c'est ce genre de grosses machines que sont ce type d'entreprise continuent de vivre et d'avancer sur leur projet. Donc, pour reprendre sur les questions, donc, ce que je vous propose, c'est qu'on continue dans un premier temps sur les questions. De toute façon, on a encore un peu de temps, plutôt focus expertise métier. Après, on reviendra sur l'expertise en général. Avez-vous constaté une évolution dans la typologie de vos clients, plus de PME, ETI, grands comptes? Nous demande Hervé. Alors là, encore une fois, pour faire le focus vraiment sur les derniers mois, non, pas vraiment, je dirais. En fait, c'est assez rigolo, mais il y a deux. Je dirais que déjà, pour résumer en termes de typologie de clients, pour que tout le monde l'ait bien en tête, chez Expertelli, on bosse et on accompagne aussi bien des scale-up, des PME, des ETI, que des grands comptes. Sur les 2 derniers mois, ce qu'on a pu voir, c'est que d'un point de vue grand compte, la majorité des projets continuent. Enfin, nous, chez Expertise, on n'a eu aucune mission qui a été soit annulée, soit mise en stand-by. Bon, certes, on a eu quelques deals qui étaient sur le point de se signer ou sur des appels d'offres il y a 2 mois, juste avant qu'on rentre en confinement, qui ont capoté ou qui reprendront dans quelques semaines. Mais on n'a eu aucune mission qui a été annulée ou suspendue. Donc, pour revenir sur la question d'Hervé, sur les grands comptes, on n'a pas vu vraiment d'impact, à vrai dire pour l'instant. Sur la partie scale-up, c'est des startups, des grosses startups qui ont levé beaucoup d'argent et qui fonctionnent finalement dans un monde un petit peu à part, notamment à coup d'injection de levée de fonds. Et c'est des boîtes de toute façon qui, par leur nature et leur structure, doivent aller vite. Donc, Corona ou pas Corona, ça va vite et donc ça continue. En revanche, sur la tranche PME-ETI, un peu compliqué. C'est peut-être là où on a vu clairement une diminution du nombre de demandes sur les dernières semaines.
Mais en tout cas, ça je l'ai pas précisé, mais effectivement, vous le retrouvez dans l'étude. On a étudié est-ce qu'il y avait une incidence, sur la taille de l'entreprise par rapport au nombre de missions annulées, le nombre de missions maintenues et en fait, tout était, globalement cohérent. Il n'y avait pas d'incidence, quelle que soit la taille de l'entreprise sur les missions maintenues ou annulées. Je vois Jean Didier qui nous demande: conseillez-vous ou pas de consacrer du temps pour adapter rapidement notre manière d'intervenir en entreprise de par l'absence physique de nos interlocuteurs dans les semaines, mois à venir? Réunions dématérialisées, répartition temps passé en entreprise à distance. Beaucoup d'entreprises envisagent actuellement de conserver une part non négligeable de télétravail, entre autres mesures. Euh, Intéressant. Alors, déjà, premier petit bémol, je le vois du moins chez les consultants qui sont en mission, je les ai eus là tous cette semaine et la semaine dernière. Il y en a pas mal qui vont pouvoir recommencer à partir de la semaine prochaine à aller chez les clients. Alors, certes, pas en full-time, mais sur la plupart de nos clients, possibilité de venir dans les locaux 1 à 2 journées par semaine. Bon, tout est une question d'organisation et évidemment, ça dépend de comment sont configurés les locaux de chaque client. Mais grosso modo, déjà, sur ce point-là, à partir de la semaine prochaine, il y a certains consultants qui vont pouvoir retourner à la rencontre des consultants, des clients, pardon, et à minima pour les copies ou les quotidiens. Après, consacrer du temps sur la manière d'intervenir, je ne sais pas s'il y a une manière d'intervenir particulière à distance. En fait, sur l'ensemble des missions qu'on a pu avoir, il n'y a pas eu de problème lié à la distance. Donc, je n'ai pas forcément observé de pain point sur ces sujets-là. Donc, je ne sais pas s'il y a une manière particulière d'intervenir chez ces clients à distance. Là où c'est peut-être les seuls points de blocage qu'on a pu avoir sur certaines missions, c'est là où il y avait notamment des ateliers, par exemple, de design thinking, où c'est beaucoup plus compliqué de les animer à distance, notamment ces ateliers qui ont des durées qui durent généralement quelques heures. Et donc, c'est un peu compliqué. Et les réunions de quelques heures en visio pour faire du design thinking, c'est impossible. Mais sinon, globalement, oui, je pense. Je n'ai pas eu l'impression que des consultants aient été plus gênés que ça, disons, par le travail en remote. À partir du moment où en fait, les canaux de communication sont directement définis avec le client, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Alexandre qui nous dit: qu'en est-il de la transformation des modes d'organisation du travail? Y a-t-il une volonté dans certains secteurs d'accélérer ce type d'efforts pour accroître leur résilience et leur performance? Super intéressant comme sujet. Je dirais que là, c'est des échos qu'on en a aujourd'hui en discutant avec les clients, c'est très très varié. C'est très très varié. Ce matin, je vous parlais tout à l'heure, juste avant que le webinaire commence, j'étais au téléphone avec le CFO d'une boîte retail qui me disait bah, en fait, moi, je me suis rendu compte que 95% de mon boulot, je pouvais le faire à distance et que ça marchait très très bien. Et il me disait par contre, sur les équipes plutôt marketing et merchandising, c'est des équipes qui ont besoin de toucher les produits et de les avoir sous les yeux. Et eux, bah, c'est les premiers à revenir au bureau à partir de la semaine prochaine. Donc, au-delà je ne sais pas si on peut segmenter en fait par secteur d'activité, mais peut-être par métier au sein d'une entreprise ou dans les prochains mois. Je pense que la variable va être assez importante et que ça va peut-être s'organiser dans un premier temps par métier plutôt que par secteur d'activité. Je ne sais pas comment toi tu voyais les choses, Alexandre, mais c'est ce qu'on a pu observer ces dernières semaines. Jean-Baptiste qui nous dit: mon expérience de télétravail, ça peut être très difficile lorsque vous êtes engagé chez un client que vous ne connaissez pas bien, difficile à distance de sentir les choses, les gens, perte d'impact. Oui, oui, je suis d'accord que c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pareil hein, dans notre quotidien, nous chez Expertise, vous imaginez que bah, on a basculé la plupart des rendez-vous commerciaux à distance. Et effectivement, il y a ce petit truc humain qu'on a du mal à ressentir. Nous, côté Expertise, mais comme les clients, et effectivement, disons que pour construire une relation de confiance à distance, sans s'être vu, c'est beaucoup plus compliqué et même en termes de discours, forcément, on a moins d'impact que si on était là.
Euh, Après, sur les missions, bah, ce que je vois, là où peut-être j'émettrais un petit bémol, c'est que la plupart des missions qui ont commencé à distance chez nous se passent super bien. Et pourtant, c'est la première fois que les clients et les consultants travaillent entre eux. Attendez, je vous abandonne 2 minutes. J'ai quelqu'un qui toque à ma porte. Je pense pour compléter peut-être ce que disait Pierre, je pense que ce qui est différent aussi, c'est que aujourd'hui on est tous à distance. C'est plus facile, je pense, de mener une mission à distance quand tous les interlocuteurs sont à distance que quand on est le seul freelance à distance alors que tout le monde est au bureau avec des interactions autour des machines à café, etc. qui sont. Alors que là, de toute façon, en fait, ces interactions-là, on ne va pas les manquer puisqu'elles ne se feront pas, du coup, vu que personne n'est dans les bureaux. Je continue du coup, Riyad. Riyad, tu demandais si on avait des nouvelles missions signées en visio. Oui, effectivement, on a signé plusieurs missions pendant le confinement, donc intégralement en visio, puisque donc, on a organisé les entretiens. C'est bon, Pierre, tu as pu. Alors, par contre, on ne t'entend plus. Alors, on t'entend plus, Pierre. Bon, là, si Ça y est, vous. c'est bon. Donc, j'étais passée à la question de Riyad sur est-ce qu'on avait signé des nouvelles missions en visio. Donc, je disais qu'effectivement, oui, on avait signé des nouvelles missions intégralement en visio avec donc entretien client, consultant en visio, onboarding à distance. Toutes mes excuses, c'était le livreur, c'était la poste d'ailleurs, assez intéressant d'un point de vue business. C'est un colis que j'avais commandé il y a un mois et qui était bloqué dans les entrepôts. Et donc, la bonne nouvelle, ça veut dire que les entrepôts de la poste Colissimo rouvrent et donc le e-commerce va pouvoir en profiter. Oui, donc tu as répondu Oui, à donc c'est bon, j'ai répondu à Riyad sur le démarrage de nouvelles missions en visio. complètement possible, hein. Ça se fait plutôt très très bien d'ailleurs. Et Et pourtant, c'était des missions avec un fort enjeu stratégique, hein. Ce n'était pas juste des missions d'exécution ou des missions courtes. ouais, effectivement, Bertrand, bah, c'est ce qu'on disait, hein, c'est que le run de la mission est tout à fait possible à distance. C'est beaucoup plus compliqué, c'est sur les ateliers de créativité où il y a beaucoup de- quand on connaît bien Augustin nous dit, quand on connaît bien les clients, les réunions à distance fonctionnent bien, avec parfois même davantage d'attention et d'aller à l'essentiel. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. D'un point de vue général, je pense que quand on connaît le client, c'est toujours beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un feedback qui est partagé par nombreux des consultants qui me disaient les copies et les codires sont beaucoup plus efficaces que d'habitude parce que les gens respectent les temps de parole de chacun et les gens sont à l'heure. Euh, le point qui peut être un petit peu, je pense, touchy sur les premières semaines, c'est quand sur ce genre de copier le codir, il va y avoir des gens qui seront, pour certains, au bureau, dans une salle de réunion, et une autre partie qui sera à distance. Ça Bah, va être. c'est exactement ce que je disais quand tu allais ouvrir la porte, Pierre, c'est que je pense que ça fonctionne bien aujourd'hui parce que tout le monde est à distance en même temps et que du coup, il n'y a pas de petits bruits de couloir qu'on manque en étant à distance et en n'étant pas au bureau. Ouais, ça peut être un peu plus Mm. compliqué. Et je me demande si dans ce genre de cas, ce sera pas finalement peut-être plus intéressant que tout le monde reste Mm. finalement en visio à distance. Parce qu'en général, c'est toujours compliqué quand il y a des réunions et qu'il y a une personne qui est en visio ou par téléphone. Puis sinon, pour tout le monde n'a pas le même niveau d'information aussi quand certains sont au bureau et d'autres non. Je crois qu'on a fait le tour des questions quasiment. Ok. Pour revenir peut-être sur les questions, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions sur l'étude. Alors, vous allez tous recevoir l'étude. On n'a pas tout balayé là. Vous verrez, l'étude fait une cinquantaine de pages, donc c'est assez poussé en termes d'analyse. Et ça n'aurait pas été forcément très rigolo de balayer tous les chiffres ensemble, ça aurait été bien trop long. Donc, vous aurez le temps d'étudier l'ensemble des analyses à tête reposée. Alexandre qui nous demande qu'en est-il des budgets de formation des entreprises. Ça, pour le coup, Alexandre, je ne saurais pas te répondre parce que comme on traite peu, on traite voire même pas du tout hein, sur des sujets de formation, et que principalement, ça, c'est quelque chose qui est piloté par les directions des ressources humaines, qui n'est pas forcément notre principal interlocuteur au quotidien. Je saurais pas te répondre.
Après là-dessus, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la majorité des budgets de formation, c'est des budgets qui doivent être attribués à la formation. Donc, sauf pour les entreprises qui mettaient des budgets supplémentaires, il y aura quand même toujours un budget minimal pour certaines formations obligatoires. Après, de ce que j'ai vu dans mon entourage plutôt personnel, c'est quand même que j'ai beaucoup de mes amis qui ont eu des formations qui leur ont été proposées, hein. Pour ceux qui étaient en chômage partiel ou à mi-temps, voire qui ont continué à travailler, il y a eu pas mal d'entreprises qui ont proposé des formations, que ce soit sur de la langue ou sur de l'expertise métier, par exemple, ces dernières semaines. Ok. Est-ce que vous pouvez la partager? Oui, bien sûr, vous pourrez retrouver la vidéo demain Sur notre chaîne YouTube. sur la chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien de toute façon en même temps que je vous enverrai l'étude complète. Merci, bon appétit, toi aussi, Jean-Baptiste. Bon, je sens qu'il va falloir qu'on clôture. Pierre, tu réponds peut-être aux 2 questions qu'on avait sur Expertalis, sur notre positionnement Alors, et sur les missions. sur les missions, donc aujourd'hui, on ne communique pas sur le nombre de missions qu'on a actuellement. Et en même temps, vous partagez un chiffre, ce ne serait pas forcément pertinent, parce qu'il faut vraiment différencier les missions d'expertise qui vont durer 2-3 jours, qui sont très courtes, des missions de projet, par exemple, on l'évoquait tout à l'heure sur les missions de SI, qui elles vont durer jusqu'à 12 mois. Parce qu'en général, on a très très peu de missions, et d'ailleurs, c'est une volonté de notre part, parce que je suis convaincu que sur la majorité des projets, hein, évidemment pas tous, il y a des exceptions, mais à partir de 12 mois, en fait, la valeur ajoutée d'un consultant commence à décliner. Euh, il y a une zone de confort qui commence à se créer. Et même le client peut commencer à avoir une attitude dangereuse. J'entends par là à considérer le consultant comme quelqu'un d'interne. Du coup, la valeur ajoutée d'un consultant baisse. Et l'autre question, c'était sur notre positionnement par rapport à d'autres plateformes. Ça dépend, c'était Mathieu qui avait posé cette question. C'est intéressant, Jean-Didier qui nous dit sortant une mission de 27 mois. Je confirme, effectivement, 27 mois, c'est long. Bon, évidemment, il y a des contextes particuliers, hein, à chaque mission. Mais en général, on a observé que sur la plupart des missions qu'on avait, 12 mois, c'était vraiment le moment où, quitte à sortir, hein, je dirais presque de force, le consultant. Mais je pense qu'en fait, ça crée une situation qui n'est pas forcément saine après, que ce soit pour le client. Euh, et très simplement, le ROI de la mission pour le client baisse à partir de 12 mois sur un format d'intervention full-time, hein. Je parle évidemment pas de quelques jours par mois d'intervention, comme c'est le cas souvent sur des PM. Et donc, Mathieu, je vois que vous faites des missions très très longues, 32 mois. et effectivement, ça fait de sacrées missions. Mais intéressant aussi d'avoir votre feedback sur ces missions de 32 mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer chez ces clients? Et donc, en attendant, je vais répondre donc à Mathieu. Qu'est-ce qui vous différencie des autres plateformes? Alors, je ne sais pas ce que tu entendais par plateforme déjà et comment tu perçois Expertali et où est-ce que tu nous places dans la matrice. Aujourd'hui, sur le marché, en fait, il y a plusieurs typologies d'acteurs. Vous avez les plateformes que vous devez tous connaître, comme Malte, par exemple, qui est une plateforme qui regroupe aujourd'hui, je crois, un peu plus de 100 000 freelances. Ils font du très bon boulot. C'était un des premiers, hein, sur le marché en France. Je pense que ce type de plateforme, en fait, c'est top. Et nous-mêmes, Expertali, on est clients chez Malte. À partir du moment où vous avez des prestations qui sont cadrées, cadrables, et dont les objectifs sont très clairs dès le départ. Vous avez besoin d'un graphiste, d'un dev, ce genre d'expertise, c'est top ce genre de plateforme. Pour des sujets de conseil où en fait il y a un enjeu de cadrage du projet qui est très fort, et c'est là aussi où nous on a une valeur ajoutée auprès de nos clients, c'est qu'on les accompagne à cadrer leurs besoins. Alors versus Premium Pierce par exemple. Oui, Premium Pierce, alors je ne connais pas, je vois à peu près ce qu'ils font. Pour le coup, je ne les mettrai pas forcément sur la matrice
de concurrence, je ne les mettrai pas forcément dans notre cercle très proche ou Expertali, nos concurrents directs. Pour vous donner un ordre d'idée, ça va être des plateformes comme Comatch, comme OneMan Support, comme WIM, où on a vraiment des modèles qui sont relativement proches, chacun a ses différences. Là où on va se différencier par rapport à un acteur comme Comatch, qui est une des plus grosses plateformes aujourd'hui en Europe, c'est qu'eux vont miser vraiment sur le volume de missions, où nous, on va avoir une approche plutôt qualitative. C'est-à-dire que aujourd'hui, donc 800, vous voyez, pour sélectionner 800 consultants, c'est 3 ans de boulot. 3 ans de boulot avec à peu près en général, hein, depuis 3 ans, on a retenu entre 10 et 15% grosso modo des candidatures qu'on a pu avoir. Donc, je vous laisse faire les calculs. Vous voyez que ça fait pas mal de candidats rencontrés. Et donc, on alloue énormément de temps à la sélection des consultants. Et c'est pour ça que le résultat de ce boulot-là, c'est qu'on a des taux de conversion sur les missions chez nos clients qui sont proches de 90%. Taux de conversion, c'est-à-dire consultant qui passe un entretien versus sur le nombre de missions gagnées. Et puis, ça nous arrive très, 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 très rarement, voire quasiment jamais, d'avoir des consultants qui refusent les consultants qu'on leur a proposés sur les phases d'entretien. Et ça, c'est notamment le résultat du boulot qu'on fait au quotidien sur la connaissance, d'une part, pour ceux d'entre vous qui ont passé le processus de sélection, d'une part sur la partie hard skills, lors de l'analyse du CV, on utilise des outils d'intelligence artificielle qui nous donnent des mappings assez intéressants sur l'ensemble des compétences que les consultants ont. La phase d'entretien, où là, pareil, l'objectif va être de travailler sur l'analyse des hard skills, et la phase de prise de référence qui est super intéressante, qui va nous donner en fait une vision plutôt soft skills et comportement de chaque consultant, et au-delà de ça, nous aider à comprendre comment et dans quel contexte le consultant sera le plus performant finalement, versus dans quel contexte et avec quelle typologie et quelle personnalité de client le consultant sera potentiellement un peu moins à l'aise. Je vois, il y avait d'autres questions. Olivier, est-ce que le niveau de TGM ou l'expérience a pu avoir un impact sur certaines réponses pendant l'étude? Alors oui, je vous laisserai regarder, hein, pendant l'étude en détail, mais notamment ce qu'on a constaté, c'est que les profils de TGM les plus élevés étaient plus pessimistes que les TGM les plus faibles, et je vous laisserai regarder le détail des réponses là-dessus. En revanche, le niveau d'expérience n'avait pas trop d'impact sur les réponses. Et une autre question de Antoine: est-ce qu'on envisage une étude en direction de nos prospects sur les nouveaux besoins? Alors une étude, je pense que ce serait compliqué. Là, ça demanderait beaucoup d'investissement de la part de nos prospects. Donc je pense que ça va plutôt être tous les insights qu'on va pouvoir recueillir en échangeant avec eux au quotidien. Mais étude comme on a fait pour les consultants, je vois difficilement ça transférable. Donc, les missions en télécom ne sont pas très représentées sur les plateformes de freelance, c'est trop spécifique. En fait, les missions en télécom, comment dire? Alors, pour le coup, à l'époque de l'âge d'or du conseil chez les acteurs du télécom, j'étais consultant au cabinet, et nous, au cabinet, les cabinets ont grossi sur le dos de SFR, Orange et Bouygues. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de moins de missions qu'il y a. Là, je vous parle c'était 2014-2015 qu'à l'époque sur le secteur des télécoms. Donc, je pense que c'est principalement dû à ce fait-là. Il y en a moins sur le marché. Même nous, aujourd'hui, on n'a aucun client sur les télécoms. On les a tous rencontrés à multiples reprises sur des rendez-vous commerciaux, mais ce n'est pas forcément le type de secteur sur lesquels il y a le plus de besoins, du moins sur les expertises qui sont présentes au sein de la communauté. Et Lionel, du coup, qui nous donne des détails sur pourquoi il a continué une mission pendant 31 mois. Ouais, bon, intéressant, effectivement, hein, si c'était sur des projets stratégiques avec une évolution du statut, donc de chef de projet à directeur de projet, je comprends que ça puisse être intéressant puis ça permet d'avoir une vision globale aussi du projet, du coup. Oui, effectivement, la grande époque des missions en telco, effectivement, la grande époque, elle est un petit peu terminée.
euh, où il n'y a plus de changements. Enfin, tous ils se sont mis quand même relativement à niveau d'un point de vue notamment sur les sujets digitaux qui sont ceux que je connais le plus sur les telcos, pour avoir fait pas mal de missions, que ce soit pour Orange à Arcueil, pour SFR en Afrique, notamment à l'époque. Mais aujourd'hui, ouais, non, je pense que la majorité des besoins, c'est plus le secteur que je prioriserais si j'étais consultant, hors avoir une expertise ultra particulière qui est encore demandée sur le marché. Mais en termes de secteur, aujourd'hui, qui marche plutôt bien, bon, évidemment, il y a le retail, qui était déjà un secteur en pleine transformation et très impacté par le digital. Mais je pense que là, la crise qu'on vient de vivre les aura encore plus impactés. Et ceux qui étaient un petit peu à la bourre en termes notamment de transfert digital, ils vont devoir accélérer. Sinon, ça va être très, très compliqué pour eux. Mais c'est une période qui leur a aussi permis de se réinventer. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu pas mal d'initiatives. Je crois que c'est Decathlon, par exemple, qui a fait des corners chez Monop ou chez Franprix. Il me Chez semble. Franprix, ouais. Comme il donne bien en tant que digital, je suis base, quelle expertise mettez-vous à l'intérieur, assistant digital, traduction, anglais, supply. Effectivement, le sujet de transfo digital, c'est très rare pour préciser. Quand je parle de transfo digital, ça va vraiment plutôt être d'un point de vue strat digital, acquisition. Effectivement, il y a de l'orga aussi. La supply, on l'isole pour le coup. Même si effectivement, qui dit transfo digital dit impact de la supply chain. La supply, comme il y a vraiment beaucoup de besoins, c'est une expertise qu'on isole. Donc, derrière le sujet de transfo digital, ça peut être digitalisation de la force de vente, ça peut être tous les sujets liés au marketing digital, donc on parle le CRM, tous les sujets de data notamment. Donc le retail, effectivement, ce que je disais, c'est un secteur qui a été très impacté par le digital et qui va l'être encore plus. Et je pense qu'il y aura pas mal de sujets qui vont encore s'ouvrir dans les prochains mois. Bon, effectivement, à l'inverse, c'est tout ce qui est, je vois chez nos clients, tout ce qui est tourisme et loisirs, très très compliqué pour eux. C'est pas un secteur, je pense, qu'il va falloir prospecter sur les prochains mois. Peut-être dans une seconde phase pour les aider. Et à la limite, peut-être pour les experts, notamment sur les fonctions finance, où ça peut potentiellement avoir un intérêt, mais compliqué. Ok, bon, on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il vous reste encore quelques questions? Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Et merci beaucoup pour toutes votre questions et puis votre participation. Alors, la classe de mon fils n'étant pas terminée, je vais y retourner, dit Jean Didier. Et bon, si on est bon, écoutez, merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Donc, vous allez recevoir l'étude. Vous verrez, c'est du très bon boulot qui a été piloté notamment par Alessandra, avec pas mal de chiffres intéressants. Vous pourrez retrouver métier par métier un état des lieux. Donc, ce sera intéressant de regarder un petit peu les impacts sur vos métiers respectifs. Et puis, bon, on vous sollicitera peut-être à ce moment-là, dans quelques mois, pour refaire une étude et voir un peu quelles ont été les évolutions dans ces prochains mois. En tout cas, merci pour votre participation. Et C'est vrai, tout à fait, septembre. On a septembre en tête où on aura vraiment un premier recul, du moins, sur ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois. Je pense que d'ici là, toutes les machines se seront remises à peu près, on va dire, en route et on aura une visibilité sur vraiment les six prochains mois. Ce sera super intéressant. Donc, a priori, ce serait la version 2 pour actualiser. Les données sera en septembre. Et puis, bon, bon appétit à tous alors, puisque c'est l'heure. Et merci d'avoir participé. Si vous avez des questions, vous pouvez sur l'étude, vous pouvez revenir vers moi, évidemment. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Salut.